Je vais débuter en saluant d'abord Madame la directrice générale, chère Sarah Lacoche. Mesdames et messieurs, chacun de nous le sait ici, l'actualité 2024 a été dense et les sujets n'ont pas manqué. Nous avons connu un certain nombre de secousses, notamment dans le monde agricole, également dans nos outre-mer. Mais nous avons également connu des moments de cohésion nationale, et cela fait toujours plaisir à rappeler. Je pense notamment aux Jeux olympiques et para-olympiques. Dans chacun de ces moments, la DGCCRF a su se mobiliser. La DGCCRF a su s'adapter pour répondre le plus efficacement possible aux besoins exprimés par le terrain et sur le terrain. Avant toute chose, je veux très sincèrement, et je tiens très sincèrement à remercier l'ensemble des 3000 agents, qu'ils soient à Paris, en centrale ou en région, au sein des différents pôles, les pôles C, les pôles DDPP, qu'il s'agisse également du service national d'enquête, de l'ENCCRF, de la DSI et dans les laboratoires pour l'engagement de tous les agents de la DGCCRF, pour le professionnalisme et la qualité du travail fourni durant toute cette année écoulée. L'année 2024 a en effet commencé sur les chapeaux de roue, comme je le rappelais, avec un contexte de crise agricole et s'est poursuivi avec le sujet de la cherté de la vie dans nos outre-mer. La gestion par la DGCCRF de ces deux sujets montre combien votre administration sait s'adapter aux urgences, sait s'adapter aux turbulences qui bouleversent quelquefois le calendrier préalablement établi. Sur ces deux sujets, vous avez eu un double rôle. D'abord, un rôle d'administration qui contrôle, en vérifiant la conformité des entreprises au regard de la loi et des différentes réglementations qui encadrent notre économie. Au-delà de contrôler, c'est avant tout le respect des règles, le respect de la loi, des différentes dispositions législatives. C'est à ce titre que vous avez pu réaliser en 2024 plus de 10 000 contrôles en termes d'origine sur le volet agricole. Et nous savons que c'est très attendu par l'ensemble des concitoyens. Et plus de 16 000 contrôles lors des Jeux olympiques et para-olympiques auprès d'un certain nombre d'acteurs, que sont par exemple les hôtels, les restaurants et l'ensemble des commerçants. Mais la DGCCRF, on le sait moins, on le dit peut-être moins, mais je me fais ici plaisir à le rappeler, est également une administration qui a une mission prospective sur les sujets qui relèvent de sa compétence. C'est à ce titre que vous êtes largement investi dans les négociations en Martinique, des négociations qui ont débouché sur l'accord signé le 16 octobre dernier, ou sur un autre sujet que sont les discussions en cours autour de la loi Egalim. Vous accompagnez donc résolument l'État au niveau national dans la conception de la norme. J'ai toujours plaisir à pouvoir échanger de ces sujets avec vous. Et vous le faites également au niveau européen, c'est un autre niveau qui n'est pas des moindres importants, en portant la voix de la France, notamment à Bruxelles. Les missions de la DGCCRF s'inscrivent pleinement du reste dans la feuille de route que je me suis fixée en arrivant à la tête de ces ministères et que je résume ici en 3 mots. Protéger d'abord, accompagner ensuite et simplifier enfin. En effet, la DGCCRF, c'est avant tout l'administration qui protège. Une administration qui protège d'abord les consommateurs, et les exemples ne manquent pas. En effet, vous ciblez vos contrôles sur un grand nombre de thématiques qui concernent la vie des consommateurs au quotidien. Parmi elles, nous pouvons citer quelques contrôles qui portent notamment, par exemple, sur la loyauté des produits alimentaires, les promotions trompeuses, les défauts d'information sur les prix, ou encore la sécurité des produits qui visent des publics fragiles. Mais rien ne vaut des exemples concrets. Ainsi, parmi les moments clés de cette année, qu'il faut rappeler, nous pouvons retenir que vous avez démantelé un vaste réseau de fraude au démarchage dans le secteur de l'énergie. Et ce sont près de 3 millions d'euros d'avoirs qui ont pu ainsi être saisis
par vos actions sur le terrain par rapport à ce fléau. Un autre exemple concret qui a pu m'être présenté par les agents, par vous-même lors d'une visite dans les locaux, qui concernait les sanctions adressées à des influenceurs grâce à des leviers juridiques donnés par le législateur au travers d'une loi précédente, celle de 2023. Sur ce point, grâce à des alertes de consommateurs sur Signal Conso, vous avez pu ainsi diligenter une enquête à l'encontre d'un influenceur qui promettait des gains rapides à l'achat de NFT ou, dit autrement, des actifs virtuels et à la participation à des jeux n'ayant jamais vu le jour. Une fois les infractions ainsi relevées au travers vos différentes actions, la procédure a été adressée au procureur et ainsi une amende de 150 000 € pour pratique commerciale a été prononcée. Plus récemment, nous avons pu voir la vidéo de l'influenceur Julien Tanti, contraint par votre action de partager avec ses followers le fait qu'il ait eu recours à des pratiques trompeuses. La DGCCRF, comme j'ai eu l'occasion de le dire, est donc là pour protéger les consommateurs, mais également protéger les entreprises, les protéger face à des pratiques déséquilibrées, à des ententes également, ou au blanchiment des capitaux. En effet, nous ne pouvons que rappeler que nous ne pouvons pas accepter qu'une extrême majorité d'entreprises respectent le droit, quelquefois le doigt sur la couture du pantalon, et que d'autres s'en affranchissent sans vergogne. À titre d'exemple, la moitié des sanctions adressées par l'autorité de la concurrence se sont fondées sur les indices transmis par vos services. C'est donc grâce à vos engagements, à vos actions, qu'ainsi des sanctions peuvent être adressées. Ce fut notamment le cas dans le cadre d'une enquête qui a conduit 12 fabricants et distributeurs d'électroménagers à être sanctionnés pour entente. La sanction de l'autorité a été exemplaire. Il est important de la rappeler, puisque cela se chiffre à plus de 600 millions d'euros pour ces 12 sociétés qui ont été sanctionnées pour entente. De la même manière que nous nous devons de protéger les consommateurs les plus fragiles, nous devons également protéger les entreprises les plus sensibles qui ont peut-être moins de moyens de se protéger ou d'agir, et nous pensons évidemment aux TPE et aux PME. L'impact des manquements en matière de délai de paiement est également énorme. C'est un sujet sur lequel nous devons agir et sur lequel vous agissez, puisque d'après l'Observatoire des délais de paiement, ce sont plus de 15 milliards d'euros qui ont manqué dans la trésorerie de nos TPE, PME, notamment à cause de grands groupes. Et dans ce sens, ce sont près de 35,8 millions d'euros d'amendes administratives qui ont pu être adressées aux mauvais payeurs sur l'année 2004. Et l'effort de l'administration ne faiblira pas sur ce point. Nous avons eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours. Pour terminer sur le sujet des contrôles, j'aimerais préciser que notre objectif doit être aujourd'hui de tendre vers des contrôles toujours plus ciblés, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Nous devons profiter des nouvelles technologies pour pouvoir mieux cibler et mieux agir. L'objectif est ainsi de permettre à l'administration, de permettre à votre administration de réaliser peut-être moins de contrôles, mais de permettre de lutter contre le mal à la racine en concentrant des effectifs sur des enquêtes au long cours, permettant de remonter des filières et de sanctionner les fraudeurs à hauteur des pratiques constatées. Cela vaut pour un très grand nombre de sujets, mais je pense plus particulièrement et notamment à la fraude organisée et notamment au contrôle des plateformes étrangères. C'est un sujet sur lequel nous parlons, un certain nombre de citoyens d'ailleurs sont très attentifs à ces sujets, à tous les contrôles qui concernent la rénovation énergétique et à tous les contrôles qui concernent le démarchage téléphonique. La DGCCRF est donc l'administration qui protège, notamment à travers ses contrôles, à travers les actions qui concernent le respect de la loi, mais c'est aussi une administration qui accompagne. C'est le second point et nous ne devons pas le minorer. Elle accompagne les transformations de notre économie, elle accompagne également les transformations de nos entreprises. Je pense notamment aux transitions écologiques et numériques, où des nouveaux usages se mettent en place, des plateformes se développent
de nouvelles offres émergent. Sur ce sujet, la DGCCRF suit donc de très près les négociations qui ont lieu au niveau européen. Je pense notamment à celles qui se sont déroulées sur le DMA et le DSA, qui portent un principe clair: ce qui est illégal hors ligne l'est également en ligne. Et c'est très important de le rappeler. Ce que j'aimerais également prendre le temps de souligner, c'est combien la DGCCRF s'implique aujourd'hui pour se rapprocher des entreprises, pour accompagner les entreprises. Parce que vous n'êtes pas seulement l'administration qui contrôle, mais vous êtes également l'administration qui comprend, l'administration qui écoute, l'administration qui sait être profondément avec une oreille très attentive auprès des entreprises. Si les suites des enquêtes menées peuvent être répressives, et c'est effectivement un objet, il faut noter qu'elles sont également souvent pédagogiques, également correctives, et elles prennent alors la forme d'un simple avertissement ou d'une injonction de mise en conformité. La direction mène également une expérimentation au sujet des visites de conformité. Elle poursuit ses réflexions, notamment dans le cadre de son nouveau plan stratégique qui vous sera détaillé dans quelques instants par vous-même, Madame la Directrice Générale, sur les formes que peut prendre cet accompagnement pour les entreprises. Le dernier axe de ma feuille de route sur lequel je souhaite insister et qui se décline dans l'action quotidienne de la DGCCRF, c'est la simplification. Nous savons tous, notre pays traîne derrière lui un grand nombre de normes, quelquefois trop importants. Cela complique la vie de nos entrepreneurs, la vie de nos concitoyens, la vie des consommateurs. Dans le cadre du PGL Simplification, qui arrivera dans quelques jours à l'Assemblée nationale, la DGCCRF s'est largement impliquée pour apporter les éléments de simplification. Dans ce cadre, nous souhaitons, par exemple, rehausser les seuils des opérations de concentration qui nécessitent une notification à l'autorité de la concurrence. En effet, ces seuils n'ont jamais été révisés depuis 2004, un peu plus de 10 ans maintenant. Il devenait donc important de les revoir. D'autres éléments, pas forcément du niveau législatif, seront également présentés dans les prochaines semaines. Et je veux encore vous remercier, Sarah Lacoche, remercier vos équipes également pour les embarquer avec vous sur ce travail au long cours. À titre d'exemple, les 3 outils de communication avec les consommateurs que sont Signal, Réponse et Rappel Conso sont désormais accessibles depuis cette année sur la même application Signal Conso que je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà, à télécharger. La prochaine étape sera de réunir sous une même bannière ces 3 outils. La simplification passant également, en général, par une meilleure lisibilité. Vous l'aurez compris, ma première volonté, c'est de vous remercier de nouveau publiquement, chère Sarah Lacoche, ainsi que toute votre équipe et plus largement l'ensemble de la DGCCRF pour votre action quotidienne menée pour 1. Protéger les consommateurs, 2. Veiller au bon fonctionnement des marchés et 3. Lutter contre les fraudes économiques. Néanmoins, ce bilan doit également être le moment de se projeter vers l'avenir, au-delà d'un état des lieux. À mes yeux, 3 priorités se dégagent pour l'année 2025. Et il me semble important que nous les évoquions ensemble ici. La première, que j'ai pu évoquer il y a quelques instants dans mon propos, cela concerne les délais de paiement et le respect notamment des délais de paiement. La seconde, c'est le contrôle de la bonne tenue des relations commerciales entre industriels et distributeurs, sujet que nous aurons l'occasion d'aborder dans quelques jours ou quelques semaines encore, suite à la clôture de cette dernière période de négociations commerciales qui vient de se terminer il y a quelques jours, sur lesquelles vous travaillez déjà, vous avez commencé à travailler dès le lendemain du 1er mars. Vous le savez, c'est un sujet qui prend une importance croissante et qui bénéficie déjà d'un régime juridique ambitieux. Mais il nous appartiendra désormais d'agir rapidement pour réprimer les manquements avec des sanctions suffisamment dissuasives. Que les acteurs soient situés en France ou qu'ils négocient depuis l'étranger des produits qui sont destinés au marché français
Nous devons avoir une réponse musclée sur ce sujet en cas de contournement de la loi. La troisième priorité, et non des moindres, c'est la vigilance sur les plateformes, les nouvelles plateformes, les plateformes étrangères. Ces plateformes, vous le savez, nous le savons tous, prennent une place croissante dans notre économie. Et leurs pratiques commerciales méritent d'être examinées, en particulier sur le volet sécuritaire. 2025 sera donc une année de renforcement des prélèvements sur les produits vendus sur ces plateformes. Nous avons eu l'occasion d'aborder il y a quelques jours cette question. Sur ce volet, la DGCCRF s'attachera également à renforcer ses liens avec les douanes à travers la signature d'un nouveau protocole qui prend en compte la manière dont les procédures, les process évoluent, qui prendra en compte la manière dont les relations économiques et les manières de consommer et de faire rentrer des produits sur le territoire européen ou français se trouvent modifiées. En effet, de la même manière que vous avez su renforcer votre coopération avec d'autres acteurs, comme l'ANA par exemple, sur la coopération sur la fraude à la rénovation énergétique, ou avec la CNIL ou l'ARCEP sur le démarchage téléphonique, une protection renforcée des consommateurs qui achètent sur ces plateformes passera par un renforcement de la collaboration avec la Direction générale des douanes et des droits indirects lorsqu'elle effectuera ses contrôles aux frontières, puisqu'une coopération améliorée permettra d'apporter une réponse à toutes ces questions de sécurité, toutes ces questions de concurrence déloyale quelquefois entre les différents partenaires et qui concernent ces plateformes. Ces actions sont particulièrement nécessaires et indispensables pour assurer une concurrence équitable entre les acteurs du e-commerce. Il ne s'agit bien entendu pas d'opposer ici le commerce physique à l'e-commerce, mais de prendre en compte tout ce qui concerne le sujet d'une concurrence équitable. Le message que je tiens également à faire passer, c'est que nous ne faiblirons pas face à ceux qui s'affranchissent des règles et que nous serons toujours à l'écoute des entreprises qui souhaitent être accompagnées comme vous avez déjà pu le faire. Un très grand merci pour tout ce travail réalisé, un grand merci pour celui qui vous attend à travers ces enjeux. Je laisse désormais la parole à Madame la Directrice Générale qui va entrer dans le détail et l'intimité d'un certain nombre de sujets que nous avons pu esquisser ensemble et vous prier de bien vouloir excuser le fait que je dois vous quitter un petit peu plus tôt puisque je dois aller à l'Assemblée nationale et être au banc sur un sujet qui attend le périmètre, je dirais, de mon ministère. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous remercie encore. Bon après-midi. Je remercie la ministre qui vient nous quitter, mais voilà, pour ses propos introductifs et je sais que les remerciements qu'elle a pu adresser aujourd'hui aux équipes de la DGCCRF seront très appréciés de sa part. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous donner un peu plus d'éléments de détail et commenter ce qui se figure dans le rapport annuel. Déjà pour dire que c'est un honneur pour moi, parce que ça va faire 2 ans que je suis à la tête de cette très belle direction qui assure des missions au cœur de l'économie, des préoccupations des consommateurs et des entreprises. On a fait un petit baromètre et on sait désormais qu'on est connu par près de 66% des Français. C'est bien, j'espère qu'on sera encore plus connu dans les années qui viennent. Et on a franchi le cap des 1 million de signalements sur l'application Signal Conso. Donc là aussi, pour une application à destination des consommateurs, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Moi, je mesure chaque jour, à la fois à Paris et lorsque je me déplace, l'engagement et la réactivité des agents de la DGCCRF. Effectivement, comme je le disais, qu'il s'agisse des agents de l'administration centrale pour soutenir les collègues à Mayotte ou bien encore pour réfléchir à la façon de faire évoluer le dispositif d'Egalim au niveau régional ou départemental ou avec les agents des réseaux des laboratoires communs. Voilà, tout le monde est mobilisé, tout le monde est toujours sur le pont, soit pour faire du travail de fond, soit pour réagir à une crise. Et c'est vrai
qu'on a vécu une année 2024 un peu exceptionnelle si on pense à ce qu'on a pu accomplir pour les Jeux olympiques et paralympiques, et notamment pour gérer quelques alertes de sécurité. Donc 2024, c'est encore une belle année de mobilisation et d'engagement collectif au service de nos missions. On a eu des initiatives, des actions qui sont concrètes, je pense, pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs, garantir la loyauté de l'économie, renforcer notre rôle de régulateur dans les secteurs clés et aussi, en ligne de fond, accompagner certaines des politiques publiques prioritaires du gouvernement et essayer de tenir compte des nouveaux enjeux. Donc je suis fière de vous présenter aujourd'hui ce bilan de l'action 2024 que nous menons avec l'ensemble des agents de la DGCCRF, mais aussi avec les partenaires, et on en a déjà un petit peu parlé. Je voudrais en tout cas vous faire une présentation qui suivra un petit peu ce que vous trouverez dans le bilan. Et il y a un peu six sujets sur lesquels je voudrais faire un focus aujourd'hui. Le premier, c'est un peu remettre en miroir ce qu'on a fait sur l'élaboration du plan stratégique. On a pris un temps de recul pour nous projeter à moyen terme cette année, identifier les enjeux, voir comment on pouvait ajuster, améliorer notre fonctionnement, notre organisation pour remplir nos missions. Et je dirais que le mot-clé qu'on en retient, c'est l'impact qui est vraiment notre fil conducteur. Et je mettrai l'accent sur deux sujets, c'est la coordination au niveau européen et la mobilisation au niveau européen, et aussi ce qu'on peut faire en termes de coopération au niveau national. Je reviendrai ensuite un peu plus largement sur ce qu'on a fait, je dirais de façon globale, en termes de pression de contrôle sur l'économie française, mais aussi sur la façon dont on a tiré ce fil sur le fait de cibler davantage les fraudes les plus dommageables pour l'économie. Et là, il y aura peut-être un chiffre clé à retenir, qui est que sur 25% des établissements contrôlés maintenant, il y a de l'action corrective ou répressive. Et si on regarde, en 2020, ce pourcentage était de 11%. Et ça, c'est vraiment l'indicateur qui permet de voir l'impact du ciblage qui fait qu'on a davantage désormais d'actions répressives et correctives. Donc on cherche toujours à assurer, je dirais, une certaine pression de contrôle sur les marchés, sur différentes thématiques, sur des grands acteurs, sur des petits acteurs, sur le hors-ligne, sur le en-ligne. Et aussi, on cherche à travailler pour détecter les fraudes les plus dommageables. Et donc, effectivement, on va sur la détection de réseaux de fraude très organisés. Ce sont des enquêtes plus longues et plus complexes. Je reviendrai ensuite sur tout ce qu'on a fait pour préserver le pouvoir d'achat, la protection économique du consommateur et aussi la sécurité. Forcément, les Jeux Olympiques, ça a été un temps fort, mais on a des actions récurrentes qu'on a continué de mener cette année. Je reviendrai également sur la façon dont on travaille sur l'équilibre des relations entre les entreprises et tout ce qui est bon fonctionnement des marchés et tout ce qui est concurrence. Ça reste aussi quelque chose d'important et ça a un lien également avec la protection des consommateurs, parce qu'en général, quand il y a un problème de concurrence, ça fausse également, ou en tout cas, ça impacte le pouvoir d'achat des consommateurs. Et effectivement, je reviendrai sur le fait, si on doit aussi retenir un chiffre clé de cette année, c'est que même un peu plus d'une décision sur deux de sanctions de l'autorité de la concurrence cette année provient d'indices qui proviennent de la DGCCRF, et donc ça donne quand même des montants de sanctions qui sont assez significatifs, avec près de 700 millions d'euros qui sont issus d'indices de la DGCCRF. Comme vous le disait la ministre, je reviendrai aussi sur le fait qu'on cherche à accompagner les grandes transitions de l'économie, la transition écologique. Là aussi, il y a beaucoup de nouveaux textes au niveau européen, donc qui nous amènent à continuer à échanger sur l'évolution des textes, mais aussi sur les contrôles. Et autre thématique, c'est la transformation numérique de l'économie. Là aussi, quelque chose sur lequel on intervient depuis déjà plusieurs années. Là aussi, beaucoup de nouveaux textes européens et un volet de coordination européenne qui est important. Donc, le premier point sur lequel je voudrais revenir, c'est celui de l'élaboration du plan stratégique 2025-2028, qui a été rendu public sur notre site début de ce mois. Alors, il se trouve qu'il est sorti à peu près en même temps que la publication du rapport de la Cour des comptes qui portait sur la DGCCRF. Ce rapport, il reconnaissait, je dirais, la capacité d'action et d'adaptation aux nouveaux enjeux de la DGCCRF, mais il soulignait également que la DGCCRF, elle doit faire face à des défis de plus en plus complexes, notamment avec la numérisation de l'économie, avec l'intelligence artificielle. Elle soulignait aussi un champ d'action très vaste, puisque c'est vrai, si vous suivez ce qu'on fait, vous savez qu'on travaille sur la sécurité des jouets, on va sur la cosmétique, on fait sur la fraude à la rénovation énergétique, contrôle des places de marché, relations commerciales, pratiques anticoncurrentielles, et j'ai oublié beaucoup de thème une fois que j'ai dit ça. Et donc, ça nécessite de nous adapter constamment aux nouvelles pratiques, aux nouveaux services, aux nouveaux produits et d'être en veille permanente.
Et il faut aussi tenir compte pour ce plan stratégique de ce qui a pu être dit dans le rapport Draghi, c'est-à-dire que pour la compétitivité des économies européennes, on a besoin, comme le disait Madame la Ministre, de simplification. Il faut qu'on trouve un moyen pour que la régulation ne soit pas un frein à la croissance et à la compétitivité. Donc on cherche un point d'équilibre et c'est important qu'on soit, en tout cas, qu'on ait ça en ligne de mire quand on réfléchit sur la façon de positionner la DGCCRF. Et c'est pour ça qu'en complément du volet de la répression des fraudes, qui est important, qui est le cœur de métier, il y a aussi la dimension comment on peut accompagner les entreprises et comment on facilite la mise en conformité. Donc pour revenir vraiment au plan stratégique, moi j'ai souhaité que ce plan stratégique, ça soit vraiment un effort et une réflexion collective, une co-construction. On a eu 70% des agents qui ont participé à un questionnaire pour l'élaborer. On a eu 300 personnes environ qui ont contribué à des ateliers dans toute la France. Nos partenaires aussi ont contribué à cette réflexion. Voilà, ces travaux ont abouti. Je pense que ça nous donne une vision claire et partagée à la fois des enjeux, mais aussi le fil directeur, comme je le disais tout à l'heure, c'est de renforcer notre impact et voir comment on peut adapter notre action aux mutations. Donc on a 4 grands axes stratégiques, 15 chantiers. L'idée, c'est de voir comment on renforce notre action sur les territoires, en mobilisant tous nos leviers d'action en complément du contrôle et de l'enquête. Comment est-ce qu'on peut accompagner les grandes transformations économiques et sociétales? Comment on s'appuie pour cela sur les développements des partenariats et des coopérations, et aussi un volet important autour du développement des compétences et de nos outils qui sont nécessaires à la réussite de mission. Pour ça nécessite de continuer à nous appuyer sur notre capacité d'innovation, d'adaptation, pour que cette vision stratégique, elle se traduise en résultats effectifs et concrets. Donc ça, on voit qu'on a besoin de continuer à moderniser nos outils de soutien pour notre réseau, nos outils aussi un peu numériques. On a déjà des choses qui sont en place. Je pense à la cellule numérique et aussi à la cellule de renseignement, à tout ce que va pouvoir nous apporter notre direction des systèmes d'information. Et on voit qu'il va falloir qu'on continue à travailler sur tout ce qui est veille, données et intelligence artificielle. Sur ce plan, je voudrais souligner qu'effectivement, c'est important qu'on soit très mobilisé au niveau européen, international, parce que depuis toujours, en fait, l'élaboration et la mise en œuvre de la législation européenne, c'est quelque chose qui est important pour la DGCCRF. En fait, beaucoup de nos cadres d'action sont posés au niveau européen. Donc, c'est important de voir comment ce cadre est posé, puisqu'ensuite, nous serons amenés à le contrôler. Donc, c'est quelque chose, le fait de vouloir renforcer la structuration de la façon dont on identifiait les grands enjeux européens qu'on a initiés dès la fin de l'année 2023. Et on a mené, en tout cas en coordination avec, je dirais, les autres ministères français et avec les représentants de Bercy, des démarches d'influence sur certains textes. Pour donner quelques exemples de textes sur lesquels on s'est particulièrement mobilisé l'an dernier, c'est tout ce qui touche au pacte vert, notamment par exemple sur l'éco-conception pour les produits durables. Il y a également la directive sur les allégations environnementales qui est toujours en cours de discussion, sur lesquelles on suit beaucoup et on regarde. Il y a également eu la directive de juin 2024 sur le droit à la réparation. Autant de textes sur lesquels c'est important d'avoir des textes à la fin qui soient équilibrés, qui soient réalistes, opérationnels, parce qu'ensuite, nous, souvent, on doit les transposer, et ensuite, il faut pouvoir faire des contrôles, je dirais, efficaces et bien positionnés. Nous avons également cherché à être présents dans d'autres instances de dialogue, pas uniquement au niveau européen. Par exemple, à la CNUSED, j'étais présente à une conférence sur le commerce et le développement. Ça m'a permis de présenter ce qu'on faisait sur les Jeux Olympiques, mais ça permet aussi de nouer des contacts avec d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne, mais qui peuvent importer des produits et sur lesquels c'est intéressant d'avoir des relations. Il y a aussi un réseau informel qui existe au niveau international entre autorités de protection des consommateurs. Et là aussi, c'est intéressant parce que ça permet de partager des éléments de veille sur les menaces, les risques qu'on voit apparaître. Ça permet aussi d'échanger sur nos pratiques pour voir comment est-ce qu'on essaie d'appréhender certaines problématiques qui sont nouvelles, et aussi sur les outils, parce que ça peut être intéressant d'échanger sur les outils qu'on est en train de construire. Donc ça, c'est intéressant. Et également, au niveau de l'OCDE, cette année, il y a eu pour la première fois une réunion au niveau des ministres, et ça permettait aussi de voir qu'en fait les préoccupations des ministres qui sont en charge de la protection des consommateurs sont assez convergentes. Donc je pense que c'est intéressant parce que ça permet de voir que du coup l'agenda européen et puis plus largement les pays de l'OCDE, tout ça est assez convergent. Donc c'est plutôt rassurant aussi, ça veut dire que tout le monde va aller dans le même sens. Et effectivement, on voyait bien que les préoccupations autour de la transition écologique ou de la transition numérique étaient clairement au menu des discussions.
Donc les partenariats, la coopération au niveau européen, c'est important parce que ça nous permet aussi de faire des actions coordonnées avec d'autres États membres et avec la Commission européenne. J'aurai des illustrations tout à l'heure. Mais comme le disait la ministre, c'est important aussi de mettre l'accent sur la coordination et les partenariats, notamment avec nos partenaires historiques, que ce soit des ministères ou bien des autorités. On travaille déjà beaucoup avec l'autorité de la concurrence, avec Tracfin, la CNIL, la CPR, l'AMF, l'ANA. On a commencé à développer de nouveaux partenariats, notamment sur la thématique des jeux. On a, par exemple, fait aussi un nouveau partenariat avec la CNIL et l'ARCOM pour mettre en œuvre le DSA. Mais au-delà aussi de ces autorités, il y a aussi un enjeu à travailler de façon plus large avec, par exemple, le monde universitaire et économique, en complément de ce qu'on peut faire en termes de relations avec les associations de consommateurs. Donc, je pense que l'idée, c'est que tout ça nous permet, là aussi, ça contribue à notre réflexion, à l'identification des sujets sur lesquels il y a des alertes qui remontent, ou en tout cas, voilà, des premiers signaux, de réfléchir aussi ensemble comment est-ce qu'on peut faire évoluer la réglementation, s'assurer qu'on est bien coordonné, et puis aussi aller sur des choses très opérationnelles, notamment avec notre cellule de renseignement. On s'échange des renseignements très opérationnels, de schémas de fraude qui sont en train de prendre naissance sur le territoire et sur lesquels parfois on peut agir de concert, ou au contraire il faut qu'on passe la main à l'autre autorité qui est celle qui en fait peut sanctionner. C'est aussi quelque chose qu'on fait en matière de communication, parce qu'en général, c'est important de communiquer d'une même voix sur certains sujets. Donc en 2024, on a vraiment cherché à mettre un accent particulier sur des coopérations conjointes en matière de communication. On l'a fait dans le secteur de la rénovation énergétique avec l'ANA, dans le secteur du numérique avec la CNIL et l'ARCOM, et dans le secteur financier assez récemment avec la CPR et l'AMF. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est un peu la vision un peu d'ensemble sur la façon dont on appréhende notre rôle, dont on exerce, je dirais, une pression de contrôle sur l'économie, et aussi comment on cherche à cibler pour aller vers les fraudes les plus dommageables pour l'économie. On cherche vraiment à trouver cet équilibre. On a besoin de faire les deux choses. Il faut qu'on maintienne, je pense, des contrôles qui permettent de s'assurer que l'information, ne serait-ce que par exemple dans les magasins, est fiable, ou des choses qui semblent assez simples et basiques, mais qui sont importantes pour les consommateurs. Ça, parfois, c'est juste de l'action pédagogique, de bien rappeler les règles. Et on voit par ailleurs qu'on a vraiment des réseaux de fraude qui sont très, très organisés. On a des préjudices qui sont très graves, et pas que financiers d'ailleurs, pour des consommateurs. Et là, souvent, on a vraiment besoin aussi de travailler en partenariat, par exemple, avec la police, la justice. Et ça, ce sont des temps d'enquête qui sont plus longs, qui nécessitent des actes d'investigation plus poussés, qui nécessitent de s'appuyer sur du renseignement. Donc, c'est quelque chose qui est un peu différent et qui prend plus de temps. On savait qu'on a choisi en 2024, par exemple, d'avoir moins d'enquêtes dans notre programme national d'enquête. On en a eu 130, alors qu'avant on en avait presque 160, pour essayer de se concentrer un peu plus sur des grands secteurs à enjeu. Ce que je vous disais, effectivement, les partenariats sont très importants, parce que si je prends la thématique de la rénovation énergétique, on a renforcé nos échanges d'informations avec le pôle national des C2E, l'ANA, l'ADEME, Tracfin, la DGFiP, police et gendarmerie. Ça nous a permis d'avoir plus de renseignements. Et par exemple, nous avons reçu plus de 200 signalements du pôle national des C2E. Et aussi, l'ANA nous a fait des signalements autour d'une 50aine. Donc ça permet justement de mieux détecter des réseaux de fraude très organisés. Il y a aussi des sujets qui parfois touchent au fait qu'il faut qu'entre administration ou entre autorités, on doit pouvoir se passer des renseignements opérationnels. Certains textes nous le permettent déjà, mais on s'est rendu compte, par exemple, que sur le volet du démarchage téléphonique, sur lequel il y a une PPL en cours d'examen, en fait, voilà, ça sera intéressant de pouvoir nous habiliter pour qu'il y ait davantage d'échanges d'informations, par exemple avec l'ARCEP, qui est effectivement l'autorité qui est habilité sur ce sujet-là, pour pouvoir nous transmettre des informations sur des cas opérationnels de schémas de fraude. Pour cibler, on s'appuie également beaucoup sur tout ce qui remonte de l'application Signal Conso. Comme je vous le disais, on a maintenant 1 million de signalements. C'est une mine d'informations pour nos enquêteurs et on s'appuie vraiment dessus, et ça nous permet aussi de détecter parfois des signaux faibles. Donc c'est vraiment un outil qui est très très important. Pour revenir plus largement sur le nombre d'établissements contrôlés en 2024, on était autour de 65 000 cette année. Ça reste quand même relativement significatif, notamment parce qu'on a eu les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est quand même 16 000 établissements contrôlés, donc ça a beaucoup pesé.
Alors j'ai tendance à dire que cette métrique du nombre d'établissements contrôlés, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la mesure de l'impact de ce qu'on peut faire. C'est pour ça que je trouvais intéressant de partager ce chiffre qui est que voilà, par rapport à ce nombre d'entreprises contrôlées, on n'a pas loin de 16 000 suites répressives correctives. C'est un peu plus que 2023, on était autour de 15 100. Et donc voilà, on est maintenant à un taux de suites répressives et correctives de 25% sur les établissements contrôlés et on partait de 11% en 2020. Vous retrouverez les chiffres clés dans le rapport annuel, mais on a beaucoup d'injonctions, donc on en a un peu presque 9 000. On a un peu plus de 2 000 amendes administratives. Alors beaucoup sur les délais de paiement, c'est quand même, je dirais, un gros paquet. Et cette année, la spécificité sont également les amendes qu'on a prononcées à l'encontre des centrales européennes d'achat. Une augmentation des procédures pénales, on en a 3 500 cette année, un peu d'augmentation aussi des transactions pénales. On a continué de gérer un peu moins de 1000 alertes sur des sujets de sécurité, donc ça c'est quelque chose qui mobilise aussi beaucoup les équipes. On travaille également sur le volet de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Et là, on a fait 75 rapports. Nous, on est habilité sur le volet immobilier, domiciliation et luxe qu'on a transmis à la Commission nationale des sanctions. Donc c'est plus de 40 par rapport à 2023. Et aussi ce qu'on a fait cette année, ce qu'on a continué à faire, c'est de faire des opérations coup de poing, notamment sur le volet immobilier, pour que ça soit très visible et vraiment, je dirais, se concentrer sur des zones à risque d'un point de vue géographique. Et sur le volet d'activité des pratiques anticoncurrentielles, nous avons transmis davantage de rapports d'enquête à l'autorité de la concurrence, 58 cette année, on en avait une quarantaine l'an dernier. Je sais qu'on est d'habitude aussi très attendu sur le volet de la publicité de nos sanctions. Alors, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'on en a un peu moins. Mais en fait, ça veut dire que notre levier d'action est plus efficace. Parce qu'en fait, on a eu davantage de procédures sur lesquelles on a voulu faire une injonction avec publicité. Et ça a été très dissuasif. Donc, en fait, les entreprises contrôlées se sont mises en conformité. Donc, nous n'avons pas publié la sanction. Donc voilà, ça, il va falloir qu'on essaie de voir comment on peut mesurer un petit peu toutes ces étapes préliminaires. Mais en tout cas, ça veut dire que l'outil fonctionne. Et ça, c'est plutôt bon signe. Donc, tout ce qui va toucher autour de la stratégie des suites de ciblage, la méthode d'enquête, sont des chantiers qu'on va poursuivre dans le cadre de notre plan stratégique. Nous réfléchirons aussi parfois, je pense, à voir comment est-ce qu'on peut rehausser nos plafonds de sanctions. Nous allons continuer à essayer de cibler les fraudes les plus dommageables. Je pense qu'on va rester sur cette tendance d'essayer de garder cet objectif autour de 25% de sanctions. Maintenir une pression de contrôle, et je pense qu'on sera sans doute en 2025 plutôt autour de 60 000 établissements contrôlés parce qu'on n'a plus d'éléments un peu exceptionnels comme les Jeux Olympiques. Et comme le disait Madame la Ministre, on va essayer aussi de travailler sur ce sujet de l'accompagnement des entreprises. C'est une attente forte. Il y a déjà beaucoup d'accompagnement en fait sur le terrain, ne serait-ce que parce que vous verrez, si vous lisez le rapport annuel, on a quand même une volumétrie importante de sanctions pédagogiques. Mais on voit qu'il y a des travaux à faire. On est en train de faire un benchmark avec les autres administrations, notamment la DGFiP, les douanes, l'URSSAF, pour voir comment elles ont structuré leur démarche d'accompagnement. C'est important d'écouter les entreprises pour voir quelles sont leurs attentes. Effectivement, on va par exemple déjà commencer à mettre en place un stage en entreprise dès cet été. Je pense que l'enjeu, c'est vraiment de dire que c'est complémentaire et tout ce qu'on peut faire pour que les entreprises maîtrisent mieux la réglementation et se mettent d'elles-mêmes plus facilement en conformité, parce qu'on a quand même des cas où les entreprises n'ont pas bien compris les exigences de la réglementation. C'est quelque chose, je pense, qui est bénéfique pour tout le monde. Je passerai maintenant à mon troisième thème, qui est le pouvoir d'achat, protection économique et sécurité. Alors on sait que même si l'inflation a reflué en 2024, les préoccupations de pouvoir d'achat sont restées très importantes pour l'ensemble des Français, particulièrement en Outre-mer, puisqu'on sait que parfois le différentiel de prix sur le volet alimentaire, ça peut atteindre 40% sur certains territoires en Outre-mer. Et c'est vrai que depuis l'automne, alors on était déjà très actifs sur l'Outre-mer, mais on a été très largement mobilisés. Comme le disait Madame la Ministre, on a suivi, on a accompagné les discussions autour du protocole qui a été signé en octobre et nous en assurons désormais le suivi. Donc ça veut dire des travaux importants pour faire le suivi de l'évolution des prix dans les magasins. Des choses sur lesquelles je pense nous serons en mesure de publier des bilans sans doute à la fin de ce mois, au début du mois d'avril, et aussi des travaux qui seront sur la formation des prix et la formation des marges. Également, je pense à Mayotte, on a été amené à se mobiliser très très rapidement
Tout d'abord, pour produire un décret d'encadrement des prix sur les bouteilles d'eau et sur les marges, en tout cas, y compris sur les produits de construction. Ça, on l'a fait quelques jours après le cyclone, parce qu'il y avait un volet important qui était pas de notre sort, mais qui était, voilà, il faut s'assurer qu'il y ait une offre qui arrive. Mais après, la crainte, c'était d'avoir, je dirais, une flambée des prix ou des marges, et donc il fallait agir très rapidement. Et ça, je remercie vraiment les équipes qui se sont mobilisées dès le soir même du cyclone pour travailler sur le sujet. Et on voit qu'on a une attente toujours très forte autour de ce qui peut être autour de la transparence, en tout cas être en capacité de mieux expliquer les mécaniques de formation des prix sur les territoires en Outre-mer. Au-delà de ce volet-là, et comme on le faisait déjà les années précédentes, on continue de cibler nos enquêtes sur les enjeux qui sont très impactants en termes de pouvoir d'achat pour les ménages. Par exemple, alimentation, mais aussi énergie, logement ou santé. Pour vous donner quelques exemples, il y a eu des enquêtes énergie qui ont été menées entre 2020 et 2024, qui ont porté notamment sur beaucoup de fournisseurs de gaz et d'électricité. Il y a aussi des travaux et des enquêtes qui ont été faites sur les comparateurs d'énergie, avec une sanction notamment qui était quand même assez importante, autour de 400 000 €. Il y a eu des enquêtes également sur le 100% santé. Ça, c'est un dispositif qui est important, parce qu'il permet d'éviter un reste à charge. Il y a eu sur 2023-2024, près de 1300 établissements contrôlés et 75% de non-conformité, avec parfois des fraudes assez graves qui ont pu amener à déposer des dossiers au pénal, qui ont jusqu'à de l'abus de faiblesse, de l'escroquerie. Alors, ce n'est pas forcément représentatif du secteur, parce qu'encore une fois, nous cherchons à cibler, nous nous appuyons sur des signalements. Je dirais qu'en tout cas, le point positif, c'est qu'on a vu une évolution un peu plus positive, c'est-à-dire que les entreprises, les professionnels du secteur s'appuient davantage désormais sur le devis, le modèle type. Mais voilà, nous restons vigilants sur ces sujets-là, donc ça, c'est quelque chose qu'on maintiendra. Voilà, sur cette concentration sur les différentes thématiques. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'Alexis Izard a commencé à prendre ses fonctions en termes de délégué ministériel à la protection économique des consommateurs. Donc, il est rattaché auprès de la DGCCRF, mais il a un rôle plus large, justement, de coordination pour voir quels sont tous les leviers qu'on peut mobiliser sur la protection économique des consommateurs. Et puis, on va déployer cette année une approche où on va chercher à mobiliser un peu tous les leviers d'action qu'on peut sur certaines thématiques qui touchent à la protection du consommateur. C'est le cas notamment sur la thématique du patient consommateur, sur lesquels on lancera une campagne de communication dès le mois d'avril, notamment pour que les gens connaissent mieux leurs droits. Et on va travailler plus largement sur cette thématique-là. Ce volet en fait de la protection économique du consommateur et du pouvoir d'achat, il touche aussi, quand on parle de la protection économique, c'est aussi donner la bonne information au consommateur, s'assurer qu'il fait son choix de façon éclairée, que l'information est fiable. C'est là où on voit qu'effectivement les acteurs du numérique nous posent un défi, puisque parfois on voit des pratiques qui évoluent au fil de l'eau. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'appréhender au niveau européen. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé notamment qu'il y a une action coordonnée à l'encontre de Chine qui a été lancée début février. Donc ce volet-là, je dirais pouvoir d'achat, protection économique du consommateur, c'est quand même une part assez conséquente de nombre de contrôles. Sur la protection économique du consommateur, on est sur près de un peu plus de 57 000 établissements contrôlés, et dont 16 000 établissements contrôlés au titre des Jeux olympiques et paralympiques, avec 900 agents qui ont été mobilisés France entière. C'est quelque chose qui avait démarré, je dirais, dès 2023 pour travailler dès l'amont, mais qui a vraiment été poursuivi et très largement intensifié au moment des épreuves et un petit peu en amont des épreuves. Autre thématique qui a pour le coup aussi un intérêt pour les entreprises françaises, c'est le respect de ce qui est Made in France et francisation. C'est vraiment une priorité du gouvernement depuis plusieurs années. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on fait des contrôles à la fois sur le volet alimentaire, effectivement, avec près de 10 000 contrôles qui ont été réalisés l'an dernier. Priorité qui va être reconduite encore en 2025, mais aussi sur les produits non alimentaires, puisqu'on a près de 1300 établissements qui ont été contrôlés sur le domaine non alimentaire. Donc là aussi, cette pression va continuer. Pour vous donner quelques exemples, il y a eu une affaire de francisation de fruits rouges avec une condamnation à près de 100 000 € d'amende
puisqu'il y avait eu plusieurs tonnes de fruits rouges qui avaient été francisés et qui avaient été revendus à des grandes et moyennes surfaces. On peut trouver des exemples aussi dans le domaine du vin, où en fait on promet de vendre du champagne, mais en fait ça n'est pas du champagne, ce sont des vins mousseux. Donc voilà, quelque chose qui peut être impactant et qui peut représenter des chiffres d'affaires infractionnels assez importants pour les entreprises qui ont ce type de pratiques frauduleuses. On a eu des sanctions d'opérateurs téléphoniques, notamment une sanction qui était autour de 2 millions d'euros pour avoir procédé à des annulations de commandes de téléphones mobiles sans rembourser dans un délai raisonnable des acomptes versés. Et puis on maintient également une pression de contrôle sur le secteur bancaire, notamment tout ce qui touche autour, je dirais, des regroupements de crédits, des frais bancaires, les aides à la sortie du surendettement. On voit que là aussi, quand on fait le bilan de nos contrôles, on a quand même un taux de non-conformité qui reste assez conséquent. Ça peut atteindre un tiers. Et puis notamment, il y a eu une sanction, en tout cas une amende transactionnelle de plus de 4 millions d'euros pour des commissions d'intervention qui étaient non justifiées. Donc là aussi, ce sont des enquêtes au long cours qui prennent du temps. Et c'est un secteur sur lequel on reste vigilant parce qu'il peut être très impactant pour le pouvoir d'achat. Donc là aussi, je dirais, j'espère que les gens vont continuer à nous envoyer des signalements sur Signal Conso. En tout cas, je les invite à continuer à ne pas hésiter à nous signaler des problématiques qu'ils relèvent. En 2025, on sera également très attentif aux discussions européennes sur le volet de la médiation. Et je pense que la médiation, c'est quelque chose sur lequel on cherchera à mettre l'accent cette année avec les associations de consommateurs. Les médiateurs jouent vraiment un rôle très important, je pense, de protection du consommateur. Donc, on va essayer vraiment de bien travailler avec eux. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels on va être mobilisés. Certains sont en cours de discussion, notamment actuellement au Parlement, par exemple sur la lutte contre le démarchage téléphonique ou encore la lutte contre les fraudes des aides publiques et notamment la rénovation énergétique. Ça fait partie des sujets sur lesquels on est très mobilisés, pas seulement en termes de contrôle, mais aussi en termes de conception des textes. La protection des consommateurs, ça n'est pas qu'un sujet de protection économique ou un sujet de pouvoir d'achat, c'est aussi un sujet de sécurité. On a eu une évolution en termes de périmètre cette année, puisque depuis le 1er janvier, nous assurons la surveillance de la sécurité des produits non alimentaires. La partie alimentaire est partie à la Direction générale de l'alimentation, mais aussi la surveillance du marché des cosmétiques, qui était une compétence auparavant partagée avec l'ANSM. Donc nous continuons de porter une attention particulière sur certains produits qui restent malheureusement au fil des enquêtes toujours avec un taux de dangerosité qui est trop important, comme les articles de puériculture, les jouets, les appareils électriques, et en particulier lorsqu'ils sont vendus sur Internet. En 2024, il y a eu près de 10 200 établissements contrôlés, que ce soit des magasins physiques ou en ligne. Et notamment, nous avons fait des contrôles des 5 grandes places de marché qui ont plus de 10 millions de visiteurs, vraiment les plus grandes, je ne les listerai pas ici, qui sont contrôlés en client mystère. Et c'est vrai qu'on a malheureusement encore un taux sur ces plateformes, un taux de produits non conformes et dangereux qui est autour de 65%. Alors certes, on cible sur des produits dont on sait que la dangerosité est quand même importante, mais ça reste quand même préoccupant. Donc voilà, on attire quand même la vigilance des consommateurs sur le niveau de risque qui est quand même plus élevé sur les marketplaces à ce stade. On a également géré à peu près 1000 alertes cette année. Donc voilà, ça fait à peu près beaucoup de sujets sur lesquels il faut ensuite gérer des retraits et des rappels sur le marché. Et là, c'est là où effectivement on a un nouveau règlement, le règlement général sur la sécurité des produits, qui est rentré en vigueur en fin d'année 2024, qui est intéressant parce qu'il impose de nouvelles obligations en place de marché. D'abord, il y a un mécanisme de notification des produits dangereux qui maintenant impose un délai de retrait dans les 2 jours par les places de marché. Elles doivent également identifier une personne responsable dans l'Union européenne. Elles doivent mieux identifier les informations sur les produits et afficher les informations essentielles sur les offres en ligne. Et puis, en fait, elles sont incitées à améliorer leur dispositif pour repérer et supprimer les offres pour les produits dangereux qui sont signalés sur les bases de données européennes. Et enfin, elles doivent agir pour avertir les consommateurs lorsqu'on leur a notifié des produits signalés comme dangereux. Donc ça, c'est un nouveau texte sur lequel on a mis en place des webinaires vis-à-vis justement des fédérations professionnelles concernées pour leur expliquer cette nouvelle réglementation. On a fait des ateliers, donc ça c'est important parce que quand il y a une nouvelle réglementation, je pense que c'est important de prendre le temps d'expliquer, de répondre aux questions. Et en parallèle, nous
démarrons les contrôles pour nous assurer de la bonne application de ce nouveau texte. Là aussi, l'échelon européen, il est important parce qu'on voit bien que quand on parle, souvent, ce sont des grands acteurs, des grandes places de marché qui sont présentes assez largement dans l'Union européenne. Et c'est important qu'on puisse mener des actions coordonnées. Donc c'est vrai que si on regarde ce qui a été fait en 2024, il y a eu une action coordonnée sur les chaises pour bébés. On en avait pris une partie, on avait analysé 19 chaises hautes et il se trouve qu'on en a trouvé 5 conformes et 5 non conformes et dangereuses, avec quand même des risques de rupture de l'assise et des risques de chute. Donc les chaises qui posent problème, du coup, on les retire du marché. Et ça, je pense que c'est vraiment une illustration très concrète de ce qu'on peut faire en matière de sécurité. Plus globalement, tout ce qui est sur la sécurité, ça impose de rester très vigilant pour voir éventuellement quels sont les nouveaux risques. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on continue de travailler, d'ailleurs souvent avec l'ANSES. Donc, on continuera, en tout cas en 2025, à maintenir beaucoup d'enquêtes sur le volet loyauté et sécurité des produits non alimentaires, notamment aussi sur les produits chimiques, les cosmétiques, parfois aussi sur les installations, les équipements, les installations sportives. Et comme je le disais, on cherche aussi à développer un parcours utilisateur pour les consommateurs de plus intégré possible entre nos différents outils que sont Signal Conso, Réponse Conso et Rappel Conso. Quatrième thème, c'est le volet plutôt régulation des marchés, la façon dont on travaille sur l'équilibre des relations entre les entreprises. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, je pense, au bon fonctionnement de l'économie. Là, sur ce pan-là, on a contrôlé un peu plus de 4000 établissements, en 4200 si on veut être précis. Le premier volet, c'est le volet des pratiques anticoncurrentielles. On est pleinement mobilisé sur l'ensemble du territoire, en métropole, en outre-mer. On a des brigades spécialisées et on travaille toujours en très étroite coordination avec l'autorité de la concurrence. Comme je le disais en introduction, on a fait 58 rapports d'enquête qui ont été établis en 2024, donc sur la base de premiers constats. Certains dossiers seront sans doute conservés par l'autorité de la concurrence. Et c'est là où on voit que c'est important d'avoir ce travail en commun, puisqu'une décision sur 2 sanctions en 2024 est venue de la DGCCRF, et donc c'est à peu près l'équivalent de 700 millions d'euros de sanctions. Et c'est effectivement le volet de l'entente dans le secteur électroménager qui était particulièrement un dossier important. Comme le disait la ministre, l'autre axe important de notre action, c'est celui qui porte sur le respect des délais de paiement. Effectivement, l'Observatoire des délais de paiement, en 2023, avait observé qu'il y avait encore des dégradations en termes de délais moyens, mais surtout une augmentation des grands retards, et puis surtout une concentration en fait plutôt des grandes entreprises qui ne payaient pas suffisamment rapidement leurs fournisseurs. Donc c'est un sujet sur lequel on maintient la pression de contrôle. En 2024, on a contrôlé 737 entreprises. Et il y a eu 314 procédures de sanctions administratives qui ont été soit initiées, soit menées à leur terme. Donc en tout, ça représente 70 millions d'euros d'amendes, dont en fait 38 qui sont vraiment arrivés à terme et les autres sont des préamendes. Ça représente une hausse de près de 20% en montant. On était si on prend cette même métrique, autour de 60 millions d'euros. Et ce sont pour le coup des sanctions qui sont systématiquement publiées sur notre site. Si on fait le bilan de façon là aussi un peu pluriannuelle, en fait, on a contrôlé depuis 2014 près de 2000 entreprises qui ont fait en tout cas l'objet d'amendes administratives et le total des amendes est pas loin de 200 millions d'euros. Sur ce sujet-là, on travaille aussi sur la façon d'optimiser notre processus d'enquête pour voir si on peut, raccourcir un petit peu le temps pour réaliser des contrôles de délai de paiement inter-entreprises, parce que l'enjeu, c'est quand même d'arriver à sanctionner relativement rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à initier l'an dernier et qu'on va continuer de suivre. Et là aussi, on a cherché à travailler sur le volet accompagnement des entreprises, à chercher à mieux leur expliquer comment se déroulaient nos contrôles, quelle était la méthode. Et nous avons publié une nouvelle foire aux questions qui était, enrichie par rapport aux questions qui nous étaient souvent posées. Autre thématique sur ce volet des relations entre entreprises, c'est le respect du cadre des négociations commerciales. Donc c'est un thème d'actualité, puisque les négociations viennent de s'achever il y a quelques jours. Là aussi, ce qu'on a pu voir, et on faisait déjà auparavant, mais c'est vrai que la crise de 2024, la crise agricole, a montré que c'était vraiment important de regarder les sujets de contractualisation de l'amont à l'aval. Et nous sommes très mobilisés pour nous assurer du respect du dispositif EGalim et de la loi des Creusettes de mars 2023. Donc à l'amont, il y a une mobilisation qui a permis d'analyser 250 relations contractuelles
contractuels et je pense que nous maintiendrons cette pression de contrôle en 2025. À l'aval, c'est 1400 conventions analysées et là aussi, nous maintiendrons quelque chose d'équivalent cette année. Plus de 200 fournisseurs, dont les grands industriels français. Et pour lequel nous suivons en premier lieu le respect de la date butoir, mais ensuite nous regardons comment les négociations se sont passées et est-ce que les contrats respectent les dispositions légales françaises. 2024, effectivement, ça a été une année assez particulière puisqu'il y a eu 2 amendes pour près de 40 millions d'euros. Qui concernait 2 centrales d'achat européennes et sur lesquelles il y a eu effectivement, y compris des échanges au niveau juridique européen et qui, à ce stade, en tout cas belge, qui a confirmé notre action. Ça reste quelque chose d'important, qui est que, effectivement, comme le disait la ministre, dès lors que les produits sont distribués sur le sol français, il nous importe que les règles du jeu françaises soient respectées. Certaines centrales européennes étaient visiblement en capacité de le faire l'an dernier, donc on espère que ça sera le cas cette année, ça n'est pas sûr, mais on suivra ça de très très près. En tout cas, nous allons être très très vigilants en conditions de négociation de cette année. On a effectivement entendu que elles étaient difficiles et donc nous serons vigilants par rapport aux points qui nous ont été signalés par les différents acteurs économiques. Et puis, nous restons mobilisés sur les travaux qui sont en cours relatifs à l'évolution des cadres EGalim en réponse à la crise agricole, sujet sur lequel nous sommes mobilisés toute l'année 2024. 5e thème, c'est notre mobilisation en faveur de l'accompagnement de la transition écologique et du soutien de la consommation durable. La consommation, c'est un levier important de la transition écologique. Il y a un certain nombre de consommateurs qui est très sensible aux informations qu'il peut avoir en la matière. Et c'est vrai qu'on voit qu'au niveau européen, je dirais que ce soit l'agenda consommateur ou le pacte vert, il y a beaucoup de textes qui sont sortis, qui sont en cours de discussion, qui essayent d'aller dans le sens pour avoir davantage de produits durables qui soient mis à la disposition des consommateurs et que le consommateur soit bien éclairé pour promouvoir le droit à la réparation, par exemple. Et donc, de notre côté, nous avons maintenu en 2024 un certain nombre d'actions. Le premier, et c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, c'est d'agir contre les fraudes dans le secteur de la rénovation énergétique, parce que ça peut avoir là aussi un préjudice en termes de pouvoir d'achat important. Et puis surtout, ça mine la confiance dans le secteur, alors qu'il y a des artisans qui sont tout à fait vertueux. On est vigilant sur le greenwashing, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est important pour les consommateurs. Ça fausse leur choix. C'est aussi quelque chose qui n'est pas juste par rapport à des entreprises qui, elles, mettent les bonnes informations et qui font des efforts. On voit qu'on a aussi maintenant des exigences d'information qui sont plus fortes sur la réparabilité, sur la durabilité avec le cadre européen. Et on s'est également mobilisé sur le volet de ce qui va toucher à la garantie. Parce que si on veut pousser, par exemple, la réparation des biens, souvent il y a un sujet autour de la garantie. On avait en France la loi AGEC qui avait poussé pour avoir un allongement de la durée de garantie légale de conformité. Et il y a également eu des échanges au niveau européen dans le cadre de nouveaux textes pour essayer là aussi de pousser ce point-là. Donc ça reste vraiment une thématique sur laquelle, je dirais, on est désormais présente sur un spectre de points de contrôle de plus en plus large en nous appuyant sur la réglementation européenne. Là, on a contrôlé l'an dernier près de 7000 établissements. On a un petit peu revu la façon dont on décomptait le nombre d'enquêtes, parce qu'on a cherché à plutôt vraiment ne compter que les enquêtes qui sont purement transition écologique dans le rapport cette année, donc ça change un petit peu les métriques. Mais comme je vous le disais, en fait, on est en train de basculer de quelque chose qui va être davantage sur l'information sur les produits vers quelque chose où on va aller regarder le volet éco-conception. Ça, c'est vraiment une mutation qui est en cours, ce qui va nous impliquer, nécessiter en tout cas d'aller voir un peu ce qui se passe sous le capot des produits. Et là, effectivement, nous aurons besoin des laboratoires pour nous aider à faire et à nous accompagner dans ces nouveaux types d'analyses qu'il faudra faire. On a commencé à regarder aussi, par exemple, ce qui se passait sur les nouvelles mobilités. Donc on est en train d'ouvrir progressivement le champ des investigations sur le volet de la transition écologique, mais on maintient nos priorités habituelles. Pour vous donner un exemple de fraude impactante, dans le 69, on avait eu un cas avec plus de 50 plaignants sur lesquels il y a eu une action pénale avec 4 ans de prison dans 18 mois ferme, assortie de 50 000 € d'amende et d'une interdiction de diriger une société pendant 5 ans. Également une indemnisation des victimes à hauteur de 700 000 €. Ce genre d'enquête, vous voyez, ça illustre le côté enquête un peu approfondie.
Là, il faut avoir une coopération très tôt avec la justice, par exemple, pour pouvoir faire de la perquisition, de la saisie pénale. Et effectivement, là, on avait eu quelque chose où il y avait des pratiques commerciales trompeuses, des bons de commande qui étaient non conformes, le non-respect du droit de rétractation, des faux en écriture et même de l'escroquerie, donc là, qui n'est pas chez nous, mais qu'on transmet à nos collègues police ou gendarmerie. Donc là aussi, sur ce sujet-là, ça illustre vraiment le travail qu'on peut être amené à faire sur des enquêtes complexes, qui sont vraiment des enquêtes qui vont prendre plusieurs mois, voire des années, pour vraiment réussir à constater toutes les problématiques de fraude. Sur ce volet de la transition écologique, au-delà de ce qu'on peut faire en termes de mobilisation au niveau européen, notamment pour travailler sur les textes, c'est aussi important d'engager un travail de prospective et de réflexion, et on essaie de le faire aussi avec les acteurs français. Donc en premier lieu, on a mobilisé le Conseil national de la consommation, qui réunit, comme vous le savez, les entreprises et les associations de consommateurs. Il y a eu par exemple un travail avec un avis qui a été rendu en octobre sur l'économie de la fonctionnalité, qui était intéressant parce qu'il permettrait de montrer qu'on avait un cadre qui était déjà relativement bien posé, mais qu'il fallait sans doute continuer à soutenir. On a également cherché à avoir, en tout cas, une grosse séquence au niveau de la semaine du développement durable, avec plusieurs tables rondes qui ont rassemblé des praticiens du droit, des acteurs économiques, des chercheurs, pour débattre sur les enjeux autour du vrac, du marché de la seconde main et démocratie et consommation durable. Et le groupe de travail consommation durable du CNC avait également travaillé sur ces thématiques. Donc ces lieux-là d'échange, en fait, ils nous permettent à la fois de nous assurer qu'on a une bonne compréhension des enjeux, mais aussi de s'assurer qu'on a, je dirais, une confrontation, en tout cas des échanges entre le monde de l'entreprise et le monde des associations de consommateurs qui représentent les consommateurs. Et ça nous aide en général à essayer de trouver les bons points d'équilibre. Et ça, je pense que c'est vraiment, là aussi, une enceinte sur laquelle on va continuer de s'appuyer parce qu'elle est particulièrement précieuse pour avoir ce type de consultation et d'échange. En 2025, on va continuer d'avoir un menu assez intéressant puisque nous allons avoir des directives européennes à transposer pour agir en faveur de la transition verte ou promouvoir la réparation des biens. On a encore quelques décrets d'application à prendre pour les lois AGEC et climat. Et puis, on va commencer à faire des contrôles renforcés sur ces nouveaux indices réparabilité, toujours sur l'étiquette énergie, mais aussi sur le nouvel indice de durabilité. Sixième et dernière thématique que vous retrouverez dans le rapport annuel, c'est celui de la transformation numérique. Effectivement, là aussi, c'est forcément très présent à l'agenda de la Commission européenne qui signale que c'est forcément quelque chose qui est à prendre en compte sur les droits et informations des consommateurs, avec le défi de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup en ce moment, qui est effectivement également au menu. On a 2 nouveaux textes qui sont entrés en vigueur entre fin 2023 et 2024 avec le règlement sur les services numériques, le règlement sur les marchés numériques, le règlement sur l'intelligence artificielle, des sujets sur lesquels on travaille avec les autres autorités, notamment avec l'autorité de la concurrence. L'enjeu, c'est de s'assurer avec ces nouveaux textes que la protection en ligne et hors ligne soit à peu près la même et qu'il y ait aussi un équilibre des relations économiques entre entreprises dans un secteur où il y a beaucoup de grands acteurs qui sont dominants. Il faut avoir en tête là aussi que en fait, le commerce en ligne, c'est quand même pour nous encore ce qui est dans le top des signalements sur Signal Conso, puisqu'on en a plus de 144 000 sur cette thématique en 2024. Mais là aussi sur, je dirais, un peu tout type de secteur et tout type de pratiques, que ce soit des produits alimentaires, des produits non alimentaires, le tourisme, les transports, la téléphonie, les banques, les assurances, la publicité trompeuse. Donc là aussi, pour réussir à embarquer ces nouvelles thématiques et ces nouveaux sujets, on continue d'adapter nos modalités d'enquête et nos outils. Donc on s'appuie sur le travail de notre cellule numérique et puis ce qu'on peut faire aussi avec le PRN. On a un enjeu de renforcer notre coopération avec les autres autorités et partenaires institutionnels. Je parlais tout à l'heure notamment de l'accord de coopération qu'on a signé avec l'ARCOM et la CNIL pour travailler ensemble sur le DSA et pour partager une définition sur les dark patterns. C'est important aussi de continuer à sensibiliser les consommateurs. Donc on le fait généralement lors des temps forts de consommation, notamment lors du Black Friday. On a beaucoup parlé des dark patterns. On essaie de publier des fiches pratiques. Et on continue à réfléchir sur la façon dont peut-être il faut qu'on continue de faire évoluer les textes et les pratiques en matière de sanctions. Là aussi, effectivement, on voit que le volet de concurrence sur le numérique est important. Ça aussi, ça appelle une coordination, une coopération avec la Commission européenne, puisqu'on peut être amené à soutenir la Commission européenne. En tout cas, la Commission européenne a très rapidement quand même lancé beaucoup
de procédure vis-à-vis des grands acteurs qui avaient été désignés. Nous, j'en profite aussi pour signaler qu'en fait, on a ouvert un guichet de signalement pour que les entreprises puissent nous signaler des pratiques qui leur posent problème, qui peuvent déséquilibrer leurs relations commerciales. Nous, on a travaillé, par exemple, cette année sur le secteur de l'hôtellerie. On a regardé des sites de réservation en ligne des plateformes étrangères et sur lesquels il y a des suites, notamment parce qu'elles ne respectaient pas leurs obligations de transparence vis-à-vis de leurs clients professionnels. Donc voilà, ça illustre aussi un peu ce qu'on peut faire. Je ne peux pas ne pas parler des influenceurs, parce que c'est quelque chose qui reste très, très suivi et sur lesquels il y a une actualité, comme le disait la ministre, très récente. On a poursuivi notre action, je dirais, de contrôle du secteur de l'influence commerciale qui s'est structurée. On avait souvent la question, est-ce qu'on arrive à contrôler des gens qui sont en France, mais aussi à Dubaï. Donc je pense que vous avez pu voir qu'effectivement, nous ne suivons pas que des influenceurs qui sont situés en France et qu'on peut réussir à sanctionner des gens qui sont situés en dehors du territoire français. Donc là aussi, on continue de faire une veille en essayant de cibler, en regardant entre ceux qui ont des audiences importantes, ceux sur lesquels on repère des contenus qui nous alertent un petit peu. Donc on a intensifié, on a contrôlé 287 professionnels en 2024, on avait à peu près 46% d'anomalies, donc ça reste élevé. Alors encore une fois, à des degrés divers, entre du non-affichage de l'intention commerciale et des choses qui sont beaucoup plus graves. Mais effectivement, on a quand même une vingtaine de procédures pénales ou administratives et un peu plus de 100 injonctions. Et là aussi, on travaille en coopération avec les plateformes pour essayer de faire suspendre les comptes. Je dirais là aussi, pour faire écho à l'actualité immédiate, il y a des sujets sur lesquels c'est particulièrement risqué pour les consommateurs. C'est quand il y a la publicité pour des produits financiers hautement risqués, tout ce qui va être autour des promesses de gains faciles. On voit que ça peut vraiment avoir des conséquences financières assez dramatiques. Donc on reste vraiment très, très mobilisé sur ce sujet-là. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire aussi avec la sanction récente et le volet publication et vidéo, c'est aussi de s'assurer que les gens étaient prévenus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment sensibiliser ceux qui écoutent les influenceurs pour qu'ils ne se laissent pas prendre à ces discours qui sont trompeurs. Donc voilà, ça, on restera mobilisé en 2025 sur ce sujet. Les dark patterns, c'est quelque chose qu'on va regarder. Notamment, on a vu que l'UFC avait travaillé sur le sujet. Nous, on est en train de regarder effectivement les grandes plateformes sur ce sujet-là. Donc, c'est une enquête qui est en cours. Et puis, on a aussi travaillé, on avait lancé une enquête fin 2023 sur les faux avis. Donc là, il y a eu près de 400 établissements contrôlés. Et effectivement, on a détecté des pratiques qui étaient vraiment frauduleuses, puisqu'il y a une sanction qui était d'un peu moins de 100 000 € pour une société et un dirigeant, avec 3 mois d'emprisonnement avec sursis, notamment parce qu'en fait, parfois, ils achètent des faux avis où ils peuvent demander à des salariés, à leur famille, enfin à des tas de gens, de mettre des faux avis. Donc on finit par le repérer. Et ça, c'est problématique parce qu'en fait, les avis, c'est quelque chose qui influence énormément les choix de certaines personnes. Et là aussi, c'est un peu une forme de concurrence déloyale quand les avis ne sont pas du tout fiables. Donc voilà, ça c'est une thématique sur laquelle on s'est mobilisé et sur laquelle on continuera de se mobiliser. Peut-être un mot sur le volet de l'intelligence artificielle, puisque le règlement sur l'intelligence artificielle, il est en train de rentrer en vigueur, il va rentrer en vigueur par étapes. Là aussi, nous allons être amenés à jouer un rôle clé sur ce volet-là, à minima sur le volet de surveillance de marché, sur les secteurs qu'on est déjà en train de contrôler, sur lesquels on fait déjà de la surveillance de marché. Mais comme le disait la ministre, l'intelligence artificielle, il faut voir ça aussi pour nous comme étant une opportunité pour moderniser nos outils. On en a déjà un peu, mais je pense que ça peut vraiment nous aider à gagner du temps, à mieux cibler. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler pour identifier des cas d'usage. En conclusion, comme vous le voyez, la DGCCRF, elle doit continuer de coller au plus près des évolutions de l'économie et des attentes des consommateurs. Donc, nous allons poursuivre nos actions en faveur de la protection des consommateurs et de l'équilibre des relations entre les entreprises de façon très déterminée. Cette année, on a une actualité assez spécifique sur la cherté de la vie en Outre-mer. C'est vraiment une thématique, on l'a vu, qui nous mobilise beaucoup. On va continuer à chercher à maintenir une pression de contrôle sur l'économie, comme je vous le disais, autour de 60 000 entreprises contrôlées, et de continuer à cibler les fraudes les plus impactantes pour les entreprises et pour les consommateurs.
Quelque chose qu'on va tester cette année, c'est une approche un peu à 360 degrés sur quelques thématiques qui sont, je dirais, des irritants, des dysfonctionnements de l'économie, ou en tout cas des sujets de préoccupation, pour voir comment, avec nos partenaires, on peut identifier un peu des plans d'action, pour voir comment on peut travailler sur l'évolution de la réglementation, comment on articule nos contrôles, est-ce qu'on fait de la pédagogie et si oui, comment on peut sensibiliser les fédérations professionnelles autour de 9 thématiques. Donc je vous parlais de passion consommateur, mais on a aussi retenu rénovation énergétique, sur lesquels on se dit c'est vraiment important d'avoir une approche là aussi interministérielle. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une coordination pour reprendre ce sujet-là sur la fraude à la rénovation énergétique dans son ensemble, ou encore l'influence commerciale qui reste aussi un sujet de préoccupation. Sur le numérique aussi, nous allons, pour avoir plus d'impact, développer une approche à 360 sur les grands opérateurs du commerce en ligne, et notamment les grands opérateurs du commerce en ligne qui sont situés en dehors de la France, que ce soit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne, parce qu'il est important qu'elles respectent bien les règles du jeu, et on sait qu'elles ont un poids de plus en plus important sur le marché des consommateurs français. Là aussi, nous allons regarder, il y a beaucoup de réflexions à ce stade au niveau de l'Union européenne pour voir est-ce qu'il faut continuer de faire évoluer les règles ou pas. Donc c'est un débat vu le contexte actuel, mais en tout cas, nous restons très mobilisés sur les réflexions qui pourront avoir lieu pour voir comment on peut continuer de renforcer le cadre qui permettrait d'avoir une aussi bonne protection du consommateur en ligne et en magasin. Comme le disait la ministre, mobilisation sur le volet accompagnement des entreprises pour voir comment est-ce qu'on peut faciliter leur bonne compréhension des réglementations, notamment quand elles sont nouvelles ou quand on parle de TPE ou de PME. Là aussi, continuer à voir comment nous pouvons nous engager et contribuer à la démarche de simplification, que ce soit par les textes, et la ministre en a parlé tout à l'heure, mais aussi pour nous en interne, comme je le disais dans le cadre du plan stratégique, voir ce qu'on peut simplifier dans notre approche, y compris pour gagner du temps dans nos processus. Notre plan stratégique, il nous donne un cap. Maintenant, il va pouvoir qu'on aboutisse et qu'on avance sur notre projet de transformation et de modernisation pour avoir le plus d'impact possible. Comme la ministre l'a dit, on a un menu, je pense, pour l'année 2025 qui est assez copieux, comme tous les ans. Le mot de la fin, ça sera vraiment pour les agents de la DGCCRF, où qu'ils soient, ceux qui sont dans la salle et tous ceux qui ne sont pas dans la salle. Et aussi pour nos partenaires qui travaillent avec nous, que je tiens vraiment à remercier pour le travail vraiment remarquable qu'ils font et leur engagement au quotidien. Je vous remercie et je suis prête à répondre à quelques questions. Merci. Bonjour. Ça, oui, c'est bon. Le journal La Revue des Tabacs. J'aimerais savoir si dans le non alimentaire, vous avez eu des alertes ou si vous avez des informations quelconques concernant le vapotage, les cigarettes électroniques et les e-liquides. Merci. Alors, les vapotage, non. Pas particulièrement, me dit-on. Oh, c'est bon ? Bien sûr, oui. Oui, bonjour, Florent Lacasse de Bâti Actu. J'avais une question. Vous avez parlé rapidement à Mayotte d'augmentation des prix de matériaux de construction, il me semble. Est-ce que vous avez des éléments un peu plus étayés, un peu plus détaillés là-dessus, parce que c'est choquant. En fait, ce qu'on a cherché à faire, j'ai pas parlé d'évolution à la hausse des matériaux, mais quand on a travaillé sur le texte, en fait, de l'arrêté pour viser à essayer d'encadrer, en tout cas, l'évolution des marges. On s'est dit, il y a deux préoccupations. Il y a la préoccupation un peu immédiate qui sont, je dirais, les biens de grande consommation alimentaire, parce que, comme on le disait, pour le coup, le prix des bouteilles d'eau, on a cherché à le cadrer. Mais on s'est dit, il faut aussi commencer à penser à la reconstruction. Donc, en fait, on a cherché, plutôt dans la réflexion, à se dire, plutôt que de reprendre un texte dans 3 mois, essayons d'embarquer aussi ce volet-là, qui est de comment est-ce qu'on peut contribuer à ce que quand on va passer à cette phase de reconstruction, on est peut-être pas encore tout à fait, on ait un dispositif qui nous permette de nous assurer qu'il n'y a pas, alors je vais prendre l'expression qui est pas belle, mais qu'il y ait des gens qui profitent de la situation. C'est pour ça qu'on a plutôt choisi de regarder l'évolution potentiellement sur les marges, parce que selon les sources d'approvisionnement, peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles les prix vont augmenter. C'est pas impossible, parce qu'il y a peut-être une tension sur les marchés, etc. Mais au moins qu'on puisse, ce qu'on voulait, c'était vraiment intégrer cette dimension autant que possible dans l'approche qu'on a eue sur le texte réglementaire.
Bonjour, Stéphane Magnon aux Échos. Alors, d'abord, une question pour bien comprendre les chiffres. À quoi correspondent les 16 000 suites correctives et répressives? Est-ce que c'est l'addition des injonctions, amendes et procédures pénales? Et question corollaire, comment évolue ce chiffre par rapport à 2023? Alors, est-ce que vous prenez les injonctions, les amendes, les arrêtés de suspension, les procédures pénales, les transactions pénales? Ça vous donne les 15 900. Et on était, alors je l'ai dit au début, il faut que je retrouve mon chiffre, donc on était à 15 000. Il faut que je retrouve mon chiffre. On était un peu moins, on était plus près de 15 000 que de 15 900. Mais il faut que je retrouve mon chiffre, que là je n'ai plus sous la main. Alors, 15 100, voilà, ça, 15 100. Si vous prenez le rapport de 2023, c'est 15 100. Le nombre de contrôles et la... Alors, on va retenir... Enfin, en fait, on s'est dit que pour l'instant, on restait en 2025 sur 25%. Je pense qu'il faut qu'on continue de réfléchir sur ce volet-là. En fait, pour vous donner un peu l'idée, parce que là, c'est un peu, je dirais, la fin du tuyau, on cherche à avoir dans les visites quelque chose qui est de l'ordre de 45 à 50% de visites avec anomalie. C'est-à-dire, quand on va avoir un établissement... L'idée, c'est déjà d'améliorer ce premier sujet de ciblage, c'est-à-dire, voilà, ça peut être des non-conformités qui sont moins graves, on fera du pédagogique, mais en tout cas, on a un résultat à la fin. Donc ça, c'est quelque chose, là aussi, qui a progressé depuis plusieurs années. Et on s'était fixé jusqu'ici 25% sur le volet, je dirais, correctif et répressif. Là, il faudrait déjà qu'on mesure un peu ce que ça veut dire, je dirais, en termes d'efforts. Et il y a aussi un équilibre, c'est-à-dire que sur une partie des sujets... quand on fait du contrôle ou de la surveillance de marché, en fait, on ne s'attend pas toujours à avoir de la fraude très complexe. Mais pour autant, ça permet de sécuriser des processus, notamment quand on regarde, par exemple, tout ce qui va être sur la loyauté alimentaire. On a maintenu un dispositif de surveillance qui permet d'échanger sur... voilà, on vient voir une entreprise, on regarde comment elle fait pour la traçabilité, par exemple, pour l'origine, traçabilité des produits, ou de la typologie des produits, etc. Et ça, c'est un travail qui, je pense, permet de montrer aux acteurs économiques qu'on est présent, que c'est presque du préventif pour moi. Parce que du coup, ça permet d'éviter ou de détecter quelque chose qui n'est peut-être pas assez solide et sur lequel on peut leur dire, écoutez, nous, on voit que là, vous avez peut-être une zone de risque. Mais quand on fait ça, on n'est pas sur du pénal. Et je pense que ces deux dimensions-là, elles sont importantes pour le consommateur. Et c'est d'ailleurs ce que disait aussi le rapport de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'on a besoin de contrôles qui sont, je dirais, des contrôles un peu la base, c'est-à-dire la bonne information, très simple, elle doit être disponible, le prix doit être bon en magasin. On continuera de faire des contrôles dans la grande distribution, parce qu'à chaque fois qu'on vérifie si les prix en rayon sont les mêmes que les prix à la caisse, c'est pas le cas. C'est pas de la mauvaise volonté, hein, c'est un sujet, je pense, d'organisation. Ça, c'est la base. Je dirais, l'information, elle doit être fiable. Et après, on doit aussi couvrir des choses qui sont des fraudes qui sont effectivement, on va aller sur du pénal, de la sanction lourde. Mais pour moi, ces deux éléments-là sont importants pour le consommateur. Donc il faut qu'on trouve le bon équilibre. Ok, très bien. Et merci. Une dernière petite question. Comment vous traitez 1000 signalements par jour en moyenne? Parce que si on fait 300 000 signalements dans l'année, ça fait à peu près ça. Alors déjà, en fait, l'outil de signalement, il permet d'agréger des thématiques, puisqu'en fait, on a des parcours. Et puis, en fait, je dirais les départements dans les territoires vont être en capacité de voir très rapidement que, tiens, en fait, c'est bizarre, la semaine dernière, j'ai eu 300 signalements qui concernent 7 entreprises sur laquelle j'avais rien il y a 3 mois. Et donc, très vite, ils sont en capacité de se dire, là, il y a un sujet, il faut peut-être qu'on aille voir, etc. Donc, alors effectivement, mais c'est vraiment devenu, en fait, l'outil du quotidien pour les inspecteurs qui s'y réfèrent quotidiennement. Et c'est vrai que moi, je vais souvent dans le réseau pour qu'on me présente des enquêtes, et je pense que maintenant, c'est 3 enquêtes sur 4. On me dit, c'est parti d'un signalement, d'un signal conso. Donc, effectivement, ça nécessite de voir comment on travaille cette base de données, de s'assurer qu'elle est bien structurée, qu'on peut en tirer aussi. C'est pour ça qu'on nous regarde un peu le top des signalements, le top des thématiques, parce que même pour nous, c'est intéressant de se dire, il y a peut-être une thématique qu'on n'avait pas vu arriver qui est en train de monter. Donc voilà, ça c'est tout le travail sur la
la donnée qu'on est en train de structurer et sur lesquelles on travaille pour que les équipes aussi localement et aussi en administration centrale puissent s'emparer facilement, je dirais analytiquement des résultats. Après, juste un sujet aussi, parce que sinon ma réponse va donner l'impression qu'en fait, on agit que quand on a 300 signalements. Parfois, un enquêteur va se dire, ce signalement, il me tire la puce à l'oreille. Je sais qu'il y en avait un qui m'avait dit c'était un petit signalement, c'était pas un montant important. Et en fait, derrière, il y avait un vrai problème de facturation derrière qui impactait beaucoup de personnes, notamment dans le secteur de la santé. Donc, en fait, voilà, ça c'est vraiment, je dirais, l'appréciation. On laisse aussi beaucoup la main aux inspecteurs et aux inspectrices pour regarder, voilà, comment est-ce qu'ils veulent s'emparer des signalements. Bonjour, Cyril Bonnet, l'agence Agra. Je voulais savoir si vous allez mettre des moyens supplémentaires cette année pour faire respecter la loi Egalim, et si oui, lesquels. Et ma deuxième question porte sur les centrales d'achat européennes. Comment vous faites pour les contrôler et les faire obtempérer alors qu'elles ne se trouvent pas en France? Merci. Alors, nous n'avons pas de moyens supplémentaires à mettre sur le sujet des relations commerciales. Nous essayons en fait à chaque fois d'optimiser la façon dont nous travaillons pour essayer de contrôler un peu plus. Mais là, il se trouve qu'on a déjà, je pense, une couverture, je dirais, en termes de nombre de contrats d'acteurs qui est déjà suffisamment importante. Donc voilà, on va maintenir. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va porter une attention particulière à certains sujets sur lesquels on a reçu des alertes, notamment avec la constitution de nouvelles centrales d'achat, etc. La façon dont on travaille de façon générale, c'est qu'en fait, on commence par écouter les fournisseurs qui nous remontent des informations via des questionnaires, ils nous remontent leurs contrats. Ensuite, on va écouter les distributeurs pour corroborer les informations, regarder si ça correspond. Et pour les centrales européennes, en fait, une fois qu'on a fait ce travail-là, en fait, on a déjà quasiment tous les éléments dont on a besoin. En fait, c'est quand même des analyses qui sont faites sur la base des contrats et éventuellement d'échanges de mails, etc. Donc en fait, on a déjà toute la matière, donc on n'a pas besoin d'aller dans la centrale européenne. Pour autant, l'an dernier, il y a une centrale européenne qui est venue nous voir de façon volontaire en nous expliquant qu'elle allait respecter les règles du jeu français. Elle nous a donné ses modèles de contrat, etc. Donc je dirais aussi, notre porte est ouverte. Oui, bonjour, Claire Durand, journaliste à Politico. Moi, je voulais savoir, concernant le numérique, vous avez dit que vous aviez renforcé la coopération avec les plateformes. Je me demandais si, dans le contexte actuel qu'on connaît, notamment avec certaines plateformes américaines, quand même, vous redoutiez une année 2025 plus compliquée. En quoi précisément aussi, comment se base cette collaboration qui existe pour le moment. Et j'avais une toute petite dernière question. La ministre a évoqué aussi un renforcement des collaborations avec les douanes à partir de cette année. Je voulais aussi savoir si vous pouviez préciser un peu les choses. Oui. Merci. Alors c'est difficile de savoir, je n'ai pas de boule de cristal sur le volet de la collaboration avec les plateformes, mais c'est vrai que nous on en a vu plusieurs sur lesquels on a échangé justement sur la façon de renforcer le volet sécurité, que ça puisse être sur des contenus ou sur des contenus des produits signalés, puisque nous l'enjeu c'est de voir comment est-ce que, au-delà de ce qu'on peut faire nous quand on a des signalements de produits, etc., comment elles peuvent d'elles-mêmes le plus possible, parce qu'elles ont quand même des outils qui sont assez puissants, je dirais, se dire qu'à partir d'un signalement donné sur un produit, elles arrivent à détecter le fait que le produit à peu près similaire est vendu par quelqu'un d'autre et que donc il faudrait d'elles-mêmes qu'elles le retirent. C'est ça l'enjeu en fait. Plus on arrive à faire ça aussi de façon, je dirais, proactive, et certaines ont signé des engagements volontaires, les safety pledges, etc. Donc voilà, on a essayé d'avoir cette discussion. Parce qu'encore une fois, je pense que tout ce qu'ils pourront faire, qui va même au-delà des textes, est de toute façon une bonne chose à prendre. Donc difficile de savoir. Pour l'instant, on n'a pas refait de points très récents avec ces grands acteurs, donc je ne saurais pas vous dire. Mais nous, on va continuer à leur dire qu'on est intéressé de collaborer avec eux sur ce volet-là. Et vous aviez une autre question, comme je n'ai pas noté. Les douanes. En fait, on a déjà un protocole, mais qui date un peu. Et c'est vrai qu'on voit que sur le volet du numérique, mais ça fait aussi écho à des réflexions qui sont en cours au niveau de l'Union européenne. On a un enjeu qui est qu'on voit bien qu'on a, ce qu'on consomme sur le marché français, c'est à la fois produit sur le marché français, mais aussi produit dans l'Union européenne ou en dehors de l'Union européenne. Et on a tout un enjeu autour de de comment est-ce qu'on peut bien partager nos données, parce que ça peut nous aider à faire du bon ciblage, et comment on travaille nos processus de passage de relais. Là aussi, les douanes vont constater des choses qui sont non conformes, nous, ça peut nous intéresser, et vice-versa. Donc je pense il faut qu'on voit où on est présent. Là aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on essaie de faire maintenant vraiment le plus possible avec tous nos partenaires. Tout ce qui touche autour de nos analyses de risque, là, on voit émerger des schémas de fraude,
Tout ça, il faut qu'on le partage de façon assez opérationnelle. On le fait déjà, mais voilà, je pense que c'est important, je dirais à l'ère du numérique, je pense que c'est quelque chose de particulièrement important. Et encore une fois, je pense que les sujets qui sont en cours de discussion au niveau européen s'y prêtent. Il y aura sans doute bientôt une grande base de données européenne. Alors bientôt, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas simple à faire, mais ça va être très très intéressant. Et tous ces sujets d'accès aux données, pour nous, ils sont extrêmement structurants. Fanny Guibert, 60 millions de consommateurs. Vous avez évoqué en fin de compte rendu les influenceurs avec cette affaire que vous avez dit il y a un besoin de sensibilisation et donc on a communiqué de manière un peu plus détaillée. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez développer? Parce que c'est vrai que parfois, là, quand on prend le bilan, on voit bien que l'arnaque au panneau solaire, il n'y a pas le nom de la société. Et est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez avoir envie de faire, c'est-à-dire donner plus souvent, style Selectra pour les comparateurs, parce que c'est Selectra, donner le nom des sociétés pour que ce soit un petit peu plus sensibilisant, si on peut le dire comme ça. Alors c'est vrai que nous on aimerait bien pouvoir continuer à faire plus de name and shame. Après il faut que ça reste, je dirais, proportionné à la gravité des faits, etc. Et il faut toujours qu'il y ait un échange pour s'assurer, notamment parfois c'est des volets pénals, parfois c'est des volets plutôt administratifs. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut continuer, je pense, à manier. Après ce qu'on a vu, c'est dans le sujet des injonctions avec publicité, c'est que finalement ça avait été tellement efficace qu'en fait, du coup, les gens s'étaient mis en conformité. Donc, nous ne pouvions plus... Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, à mesurer cette étape de... Nous avons fait une première étape d'enquête avec un premier constat et nous avons proposé une injonction avec une mesure de publicité, mais très rapidement, la personne s'est mise en conformité, donc on ne l'a pas fait. Voilà. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore cette unité de mesure, mais il faut vraiment qu'on se dote de cette unité de mesure. Bonjour, Cécile Prudhomme du journal Le Monde. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan des premières constatations sur le volet de l'enquête sur les négociations commerciales qui viennent de s'achever? C'est un peu tôt. Ouais, c'est un peu tôt, mais me semble-t-il, l'année dernière, Bruno Le Maire s'était un peu précipité pour nous dire qu'il y avait plein d'injonctions, etc. Et sachant que on a entendu dire que la date butoir avait été anticipée, donc c'est pour ça que c'était peut-être sorti plus tôt. Il y avait un mois de moins. Non, là, c'était sorti très rapidement après la fin, mais c'est surtout que là, on entend dire qu'il y a plein de contrats qui ne sont pas encore signés. Et donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Alors, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on est en train de consolider le bilan. Je pense que d'ici la fin du mois, la ministre pourra communiquer à ce sujet. Effectivement, on comprend que tout n'a pas été signé. Ça, je peux vous confirmer, mais voilà. Oui, ici, Corentin Notrep pour l'agence France Presse. Sur les 10 000 contrôles sur l'origine France des produits alimentaires, est-ce qu'il y a un taux d'anomalie qui est de 34%, qui est très important? Ça correspond à quoi? C'est pas un produit sur 3 qui est faussement français, j'imagine. Là aussi, en fait, je pense qu'il y a différentes choses, parce qu'en fait, on n'a pas non plus que des sanctions pénales. Hein. La non-conformité, ça y compris en général le volet pédagogique. Mais donc, ça peut être des choses qui sont dans la grande distribution. Parfois, les gens n'ont juste pas mis, ils ont mélangé des pommes françaises avec des pommes espagnoles. Je ne sais pas si ça existe, les pommes, mais voilà. Et bon, ça, c'est embêtant, mais c'est plus, je dirais, c'est pas de la fraude lourde. Et on va jusqu'au spectre où on va avoir effectivement, là, de la francisation, par exemple, d'huile d'olive. Elle vient d'Espagne et pas de Provence, et donc on ne respecte pas du tout le cahier des charges de l'indication spécifique. Donc, alors moi, j'ai pas le chiffre exact sur la part de ce qui relève du pénal, mais je ne sais pas si jamais... Ils sont en train de regarder pour vous donner les bons chiffres. Voilà, 500, comme ça je donne les chiffres à tout le monde, 500 établissements avec des procédures pénales. Et juste une petite question complémentaire. Oui. Pardon, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus d'informations sur les procédures en cours concernant les contrôles de la contractualisation entre le producteur agricole et son premier acheteur? Vous parlez de plusieurs filières laitières bovines. Oui, en fait, il y en a eu 4 en 2024. Et alors, c'est vrai que ce sujet-là n'était pas un sujet simple, parce que, en fait, il y a des filières dont on sait qu'en fait, elles contractualisent très peu historiquement. Et en même temps, les règles sont faites normalement pour protéger les producteurs. Donc, sur les 4 dossiers sur lesquels il y a eu effectivement des mesures qui ont été prises en termes d'injonction, on a eu en tout cas, dans 2 cas, je dirais une amélioration en matière de contractualisation.
Donc ça a pu avancer. Il y en a une dans le secteur du lait et une dans le secteur de la viande. Et c'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler. Après, je pense que c'est là où l'évolution des règles du jeu et donc du cadre EGalim peut être vraiment important. C'est quand même quelque chose qui est ressorti comme étant un point d'attention particulier. Et voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de propositions qui ont pu être mises sur la table sur le fait de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs des différentes filières en tenant compte de leurs spécificités, parce que forcément par filière ça peut être assez différent, pour les aider à contractualiser et d'avoir aussi des dispositifs peut-être plus simples. Donc voilà, je pense que là c'est aussi tout l'enjeu en fait de la révision du cadre actuel qui est pour le coup assez structurante à mon sens. On a une question en ligne de Sana Guessou du Moniteur des pharmacies qui nous demande s'il est possible de développer un peu sur le bilan de la DGCCRF sur les produits cosmétiques. Alors sur les produits cosmétiques, on a commencé, en tout cas sur le volet surveillance du marché, sur le contrôle des bonnes pratiques de fabrication. En 2024, on a contrôlé à peu près 80 établissements. Il y avait effectivement un certain nombre d'anomalies, mais là aussi, en fait, on démarre, c'est une compétence qu'on a repris. Donc, je pense que là aussi, il faut attendre un petit peu le bilan qu'on pourra vraiment rendre public. Mais voilà, c'est quelque chose de nouveau, donc je pense que c'est un peu tôt pour vous donner des résultats plus précis. Pardon. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur le nom de la société de supermarché qui a reçu une injonction pour non-respect des dispositions de la loi Descrozaille et c'était dans quel cadre? Parce que je ne me souviens plus de cette affaire. Elle est signalée dans le truc, mais il n'y a pas les noms. Et... Si on n'a pas mis nom, c'est sans doute qu'en fait, je ne peux pas vous le donner. J'ai plus, mais... Ouais. Ouais. Et quand c'est plus publié, du coup, on peut pas le redonner. Ouais. Soit elle est plus publique et du coup, c'est un peu une forme de droit à l'oubli. En fait, c'est pour ça qu'elles disparaissent. Hein. C'est que c'est pas. S'il y a une règle qui nous oblige à du coup les enlever. En tout cas, je pense, c'est plus ancien. Hein, le fait quand on publie, en tout cas, on a un délai pendant lequel on a le droit de publier. Et ensuite, on doit supprimer la publication. On ne peut pas publier. Pour le coup, on avait regardé sur d'autres dispositifs, etc. On avait vraiment regardé et c'est pas possible, en fait, dans le cadre du droit français, de maintenir la publication. En tout cas, quand on avait regardé sur certains sujets, on avait clairement vu qu'il fallait que ça soit limité en termes de temporalité. Non, 2023. Mais là, c'est sur les pénalités. Parce qu'il y a plusieurs dispositions de la loi Descrozaille. Peut-être qu'il faut qu'on revienne vers vous sur ce point-là précis, parce que... Merci. On va clôturer ici et on a une dizaine de minutes pour faire des micros tendus avec les radios présentes. Merci.